quelle fonction remplit la démocratie? À quoi ça sert? Puisque c'est ça ta question. Hein. Donc je ne suis pas dans l'ordre dans lequel moi je raisonne d'habitude. Moi, mon raisonnement, c'est le nombre et ses fluctuations, le nombre des êtres humains et ses fluctuations produit une pulsation de l'histoire, génère des contradictions que la masse humaine est amenée à surmonter, dominer. Bon, la conflictualité la traverse et comment elle règle? Bon, comment elle règle les conflits qui sont créés par quoi? Par un phénomène déjà qui va emporter sur tous les autres et créer la contradiction fondamentale de nos sociétés. Nous sommes à l'orée de ça. Hein. C'est la contradiction qu'il y a entre le nombre des êtres humains, la prédation qu'ils exercent sur la nature, et le fait que cette prédation génère la fin de l'écosystème dans lequel ils arrivent à vivre. Bon, ça comme moteur de l'histoire qui se présente devant nous. Mais ça répond, je ne répondrai donc pas sur le même plan que Chantal à la question posée. Les évolutions de la société ne sont pas celles des idées de la société ou de la société sur elle-même, mais des réalités auxquelles elle est confrontée. Alors, ça m'amène le curseur revient en arrière dans l'histoire. Quelle fonction remplit la démocratie en société? Une fonction qui ne doit rien à l'inspiration, à la générosité, mais un problème très concret. Les premières sociétés politiques ne sont pas des déductions de la famille amplifiées, contrairement à ce que suggère l'intuition. Les premières sociétés politiques sont celles où il est décidé qu'une autorité s'impose à la population et au territoire qu'elle occupe. Voilà comment naît la société. Mais à partir de là, qui décide? Et toute la question de toutes les sociétés, c'est qui décide et quelle est la légitimité de la décision. Donc au point de départ, la seule légitimité de la décision, c'est la force. Je décide parce que c'est moi le plus fort. Sauf que l'usage de la force dans une population croissante est épuisant pour imposer la loi. On la fait donc déduire, par consentement et par la violence, d'un principe supérieur. Là, on retrouve tous les deux le même cheminement. Ça va être Dieu qui a décidé que c'est comme ci et pas comme ça, et le pouvoir du roi, par exemple, vient de Dieu. Le pouvoir, par exemple, du dictateur Franco, sur les pièces d'une peseta, il était écrit Francisco Franco, caudillo de España, por la gracia de Dios, pas comme résultat de la guerre civile et du massacre des républicains. Bon, donc on voit comment le pouvoir a besoin de se fonder dans une légitimité. Alors, à partir de là, cette légitimité, d'où vient-elle? On a des réponses, je viens de le dire, et puis se produit un événement politique majeur dans l'histoire, c'est la Grande Révolution de 1789. Et le mot droite et gauche commence un jour sur une question, le droit de veto. Est-ce que le roi a le droit de veto sur les lois qui sont décidées ou pas? Le roi se lève, fait se mettre à sa droite, comme les élus de Dieu, ceux qui sont pour le veto, et à sa gauche, ceux qui pensent qu'il n'y a pas de veto. Ceux qui pensent qu'il n'y a pas de veto suppose donc que le seul principe de légitimité, c'est la délibération collective du peuple. En tout cas, ceux qui parlent en son nom à ce moment-là. Et c'est de ce jour que date le partage droite-gauche. Donc il est intimement lié à une question fondamentale, la souveraineté. Il n'y a pas de démocratie qui ne postule comme principe antérieur la question de la souveraineté. C'est-à-dire, qui décide sur quoi? De quoi suis-je le maître? Bon. La population, la démocratie est donc un mode exclusivement de décision, dans mon approche matérialiste. Hein. Donc nous décidons par des méthodes démocratiques. Alors 49 ont tort devant 51, ce qui, si vous y réfléchissez bien, est absurde. Mais ça proclame qu'il n'y a aucune raison supérieure, aucune structure qui est une autorité supérieure à la décision que nous prenons. Aucune. Même ce que nous appelons des vérités scientifiques qui sont que provisoires, rien n'a de valeur supérieure à la délibération collective. Ça veut dire qu'à partir de là, le peuple est institué comme catégorie politique totale. C'est lui qui décide de tout, sur tous les sujets et en toutes circonstances. Bien sûr, ça n'apparaît que de manière circonstanciée, dans certaines occasions, on le voit, on le reconnaît. Mais la trame sous-jacente à l'histoire des démocraties, c'est celle-là. Alors, c'est ce qui pose le républicain comme pensant ce qui est bon pour tout, et le républicain jusqu'au bout, qui va dire, mais au fond, si vous voulez une société qui ne soit dominée par rien ni personne, il faut nécessairement qu'elle soit égalitaire. Car seule l'égalité garantit votre liberté individuelle. D'accord? Et après, là, vous retombez sur
les catégories que Chantal propose dans notre réflexion, avec cette histoire de ces deux idées et de cette tension entre liberté et égalité. Mais fondamentalement, pour le matérialiste, elles surgissent, comme je viens de le dire, en répondant à chaque étape à la question comment ça s'est passé, comment ça se passe. Voilà, comment ça se passe comme ça. Si vous voulez une société qui soit réellement composée d'individus libres, c'est-à-dire qui ne soit placée sous la domination de personne, elle est nécessairement égalitaire. C'est pourquoi souveraineté, émancipation et république fonctionnent, république au sens étymologique, la res publica, la chose publique, fonctionne comme une chaîne de concepts qui s'articule pour rendre compte du processus d'autoconstruction du peuple. Alors là, Chantal m'objecte, l'autoconstruction politique du peuple l'amène pas toujours dans une position progressiste. Elle a bien raison, ça va être un sujet dans un instant dont on va parler, mais pour nous, en tout cas, pardon, pour nous, je ne veux pas globaliser, mais en tout cas pour moi, le mécanisme qui conduit à l'hégémonie populaire est un mécanisme d'émancipation collective. Et chaque fois qu'il essaiera de se soustraire aux conséquences de sa volonté d'hégémonie collective, il va tomber sur des absurdités, c'est-à-dire il va fabriquer une conflictualité secondaire, par exemple entre musulmans et non musulmans, entre que sais-je encore, grands et petits, personnes de couleur de peau blanche et noire, et c'est-à-dire des sous-catégories de division qui vont être en réalité des obstacles à l'affirmation qui était l'affirmation initiale, la volonté d'une hégémonie démocratique contenue par le projet même populaire. Voilà. C'est comme ça que moi je lis ces différents éléments dans un même mouvement. Mais surtout, ce que je veux dire, c'est que le moteur de l'histoire n'est pas dans l'idée qu'on se fait de l'histoire. Le moteur de l'histoire est dans les contradictions qui animent les sociétés humaines et dans les conflits. Et là, je rejoins. Je pense que c'était important qu'on ait la parole forte de Chantal dans son livre sur l'illusion du consensus. Non, les sociétés, il n'y a pas de démocratie possible dans le consensus. Ce n'est pas possible. La conflictualité est dans la société. La raison d'être de la démocratie, c'est de trancher dans les contradictions. Par conséquent, l'idée de dissensus et de conflit est le cœur, le moteur de la démocratie. Et ça ne coûte rien, ça ne coûte que l'effort de le reconnaître. Car à partir du moment où on reconnaît qu'il y a un conflit intrinsèquement lié à la société et à la vie en société, alors on peut apporter des solutions rationnelles. C'est-à-dire on peut décider que c'est par la démocratie que ça se tranche et pas à coups de bâton et à coups de fusil. On peut décider tout ce qu'on veut. On peut décider que il y a des votes. On peut décider que on a une diplomatie plutôt que la guerre pour régler les conflits. Aussi longtemps qu'on nie l'existence du conflit, on est conduit à des pratiques de type totalitaire. C'est-à-dire que le conflit apparaît comme une horreur, une absurdité, un dérangement de l'unité organique évidente de la société. Donc, pour nous, dans la tradition matérialiste, c'est la vieille tradition, la lutte est mère de toute chose. Le conflit est mère de toute chose. Et donc, on va tirer deux conclusions de ça, et j'arrête là-dessus. Premièrement, le caractère pédagogique de la conflictualité. Donc, là où les sociétés vont construire des hégémonies culturelles qui nous sont contraires, comme c'est le cas depuis 20 ans, hégémonie de l'idée de la compétitivité, cette sottise absolue qui s'appelle l'égalité des chances, qui n'est réalisée de manière complète et concrète que dans le loto, mais dans aucune activité humaine raisonnable. Et toutes ces choses, nous allons essayer de les faire voler en éclats. Et pour ça, nous devons aller à l'endroit où la vitrine est la plus fragile, pour jeter notre pierre à cet endroit-là et créer un conflit dont l'onde de choc oblige tout le monde à réfléchir. La conflictualité pédagogique, c'est une manière de faire de la politique et évidemment de l'amener à sa résolution. C'est-à-dire une fois qu'on a déclenché l'événement conflictuel, on va en indiquer quelle est la sortie. Mais il faut d'abord avoir le courage de déclencher le conflit. Le petit bourgeois, lui, ne rêve que de la situation où on lui reconnaît spontanément le pouvoir, et lui d'ailleurs il fait que répéter ce que les autres lui ont dit, ce sont des choses que vous connaissez aujourd'hui. La centralité du conflit est le résultat de la vision qu'on a de société nécessairement animée par la contradiction, et la contradiction résulte d'aucune mauvaise intention, elle résulte juste du fait que nous sommes nombreux, et que plus nous sommes nombreux, plus la question du partage des richesses et de l'accès aux différentes formes du bien-être devient une source de conflit, dès lors que les uns accumulent sur le dos des autres. Et bref, qu'une société ne sera réellement libre qu'en étant égalitaire. Je m'excuse de vous infliger une addition de tautologie pareille, mais elle articule les anciennes formulations du socialisme démocratique et de son combat avec la vision
du populisme, parce que ici, dans le secret de cette salle, j'admets tout à fait que c'est bien de cela dont on parle. Mais si je me risquais à dire où que ce soit, je l'ai dit une fois à Chantal, je lui dis pour les raisons que tu nous exposes, hein, je ne dirai jamais que je suis populiste, parce que je mettrai sur la table un mot qui crée un conflit à l'endroit que je ne veux pas, qui ne m'arrange pas, parce que je passerai plus de temps à faire de la sémantique qu'à faire de la politique, et à expliquer pourquoi il y a un populisme de ceci, un populisme de cela. La tactique de la conflictualité va ensuite donner, ça c'est plus le rayon de Chantal, c'est plutôt le mien, des formes particulières d'organisation politique, que moi j'appelle le mouvement, en l'occurrence le mouvement La France Insoumise, en opposition aux anciennes formes, pas en opposition, mais en dépassement des anciennes formes partidaires, et je vais donc me situer à l'endroit où l'adversaire ne voit pas le conflit arriver. Je ne vais pas aller sur son terrain dans les catégories mentales qui sont les siennes et m'auto-exclure du champ de la conscience des gens par un mot employé juste pour me flétrir. Ils ont inventé le mot populisme comme un mot qui flétrit. Bon alors on n'y peut rien.